Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Avec une question ce matin, la gauche a-t-elle laissé passer sa chance? A-t-elle laissé passer sa chance encore une fois? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'une philosophe, Stéphanie Rosa. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Rosa, vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Vous publiez un ouvrage que j'ai trouvé passionnant, Marx contre les GAFAM, le travail aliéné à l'heure du numérique. C'est publié aux Presses universitaires de France. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement précieux si on veut se familiariser avec la pensée de Marx, avec la pensée de certains marxistes, et puis aussi pour tenter de comprendre comment une pensée qui a déjà quelques décennies, eh bien, peut permettre de comprendre la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis des GAFAM, que ce soit Google ou TikTok, puisque c'est l'un de ces thèmes que vous abordez dans ce livre, Stéphanie Rosa. Et dans cet ouvrage, eh bien, vous tentez d'analyser les causes du déclin, j'ai presque envie de dire du déclin intellectuel de la gauche, puisque si je vous suis dans cet ouvrage, vous dites que parmi les handicaps de la gauche, l'un des plus évidents se situe sur le plan théorique, parce que la gauche, dites-vous, est aujourd'hui dépourvue de grilles claires d'interprétation du monde, de concepts permettant d'expliquer certains des grands maux dont nous souffrons en tant que communauté humaine soumise aux lois d'un système économique fondé sur la propriété privée et l'exploitation. Qu'est-ce que ça signifie, Stéphanie Rosa? Alors rappeler en introduction de mon livre que, depuis disons la fin de la prédominance du marxisme, notamment, sur un certain nombre de partis de gauche, au premier rang desquels le Parti communiste, on était un peu orphelin à gauche d'un grand système d'interprétation du monde, d'une lecture de l'histoire humaine, de la société contemporaine, qui pourrait nous permettre de critiquer avec des outils précis les maux de la société. Et puis d'imaginer surtout une alternative qui soit viable et bienvenue pour les êtres humains qui composent la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche a oublié Marx? Alors, Marx est présent en tant que, c'est une référence qu'on peut entendre citer ça ou là, mais ce qui est certain, c'est que on ne lit plus Marx, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus d'école de formation. Il y a plus cette volonté de former les militants, les sympathisants des organisations de gauche. Et puis, on ne cherche pas, parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de lire Marx comme on lit la Bible et puis de répéter comme des mantras ce que dit Marx. Ça, je crois qu'on l'a fait jadis. Voilà, on l'a beaucoup trop fait, c'est clair. Mais d'essayer de voir ce qu'on peut tirer de Marx et des marxistes qui ont réfléchi au 19e et au 20e siècle pour analyser la situation présente et y compris les nouveautés qu'il y a dans la société, parce que c'est ça l'enjeu. Mais justement, est-ce que depuis Marx, il n'y a pas d'autres pensées de gauche qui pourraient se substituer à Marx et permettraient finalement, je ne sais pas, de faire l'impasse ou de le reléguer dans une seconde étape de son apprentissage de la lecture du réel, Stéphanie Rosa? Alors moi, je fais pas du tout partie des gens qui pensent que Marx nous suffit pour comprendre le monde contemporain. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus grand monde qui pense ça. En revanche, la tradition marxiste est intéressante et notamment, c'est ce que j'ai essayé de consigner dans le livre, comment certains marxistes, et notamment, moi, le courant qui m'intéresse en particulier au XXe siècle, c'est le courant marxiste-humaniste, comment ces marxistes eux-mêmes ont déjà essayé d'adapter ou de faire évoluer les concepts de Marx pour les rendre plus opérants sur la réalité qu'ils Qu'est-ce que ça veut contemplent. dire un marxiste humaniste, Stéphanie Rosa? Alors, les marxistes humanistes sont des gens qui ont réfléchi à partir de la redécouverte de textes de jeunesse de Marx, qu'on redécouvre dans les années 30. Un certain nombre de ces textes étaient dans les archives, n'avaient pas été lus, n'avaient pas été publiés, donc pas lus par les générations précédentes de lecteurs de Marx. Et puis, ils cherchent en fait à répondre au stalinisme pour aller vite, c'est-à-dire qu'ils considèrent que, et c'est ça aussi qui m'intéresse, que la lecture stalinienne du marxisme ne fait aucune place à la liberté individuelle, ne fait aucune place ou une place très restreinte aux phénomènes idéologiques, aux choses qui se passent non pas seulement dans la lutte des classes entre les bourgeois et les prolétaires, mais aussi dans la vie culturelle, religieuse, etc. Et donc, ils cherchent à faire une place à tout ça. Et enfin, dernière chose intéressante dans ce courant, ce sont des gens qui ont aussi cherché à
comprendre après-guerre les nouveautés apportées par la société de consommation dans les pays occidentaux et donc les nouvelles formes d'aliénation que ces sociétés généraient. Alors justement, vous rappelez un terme, l'aliénation liée au travail, puisque c'est l'un des thèmes de gauche. Est-ce que la gauche aurait, par exemple, abandonné ce thème au profit d'autres préoccupations, par exemple des préoccupations relevant des identités? Alors, ce qui est certain, c'est que depuis que qu'Internet s'est généralisé, que les GAFAM se sont imposés avec des nouvelles formes de travail générées par la domination de ces GAFAM, mais aussi des nouvelles modes de communication, d'expression, enfin à travers les réseaux sociaux notamment, on n'a pas de réflexion de fond dans aucun parti de gauche sur ce que ça signifie, sur les conséquences que ça a sur nos psychés, sur nos rapports, nos manières de nous rapporter au monde, aux autres, à nous-mêmes. Et oui, parce que je l'ai dit, ce livre part des Grundrisse, donc d'un certain nombre de textes fondateurs donc de Karl Marx, jusqu'à TikTok. Vous évoquez non seulement nos modes de la manière dont nous travaillons, qui a beaucoup évolué du fait des GAFAM, mais aussi notre manière de consommer, notre manière de vivre. Qu'est-ce que Marx aurait à dire sur TikTok, Stéphanie Rosa? Alors, je ne sais pas ce que Marx aurait à dire sur TikTok, Vous le savez un lui, peu. mais ce que je pense disons, tirer de certains concepts marxistes, c'est qu'il y a des formes d'aliénation nouvelles qui sont produites par TikTok. Entre autres, hein, mais notamment effectivement par TikTok. D'une part, alors ça c'est quelque chose que des chercheurs ont mis au point sans venir du marxisme, que TikTok était un danger pour nos capacités de concentration, pour nos capacités de réflexion, parce que ça réduit notre temps d'attention à des durées très très courtes, ça détraque notre circuit dopaminique de la récompense dans le cerveau, qui fait qu'on est de plus en plus accro à des formats très courts, qu'on est de plus en plus impulsif, qu'on est de moins en moins capable de réagir et de penser avec nuance. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est une forme d'aliénation. Mais que par ailleurs, TikTok et les réseaux sociaux encouragent une forme de consumérisme généralisé, une espèce de modèle de la marchandise qui s'impose dans le rapport aux autres, qu'on a tendance à instrumentaliser, dans le rapport à soi. On finit par se concevoir soi-même comme une marchandise qui doit se valoriser. Et c'est ce que font par exemple les influenceurs. Il y a vraiment un côté supermarché, en fait, sur les réseaux sociaux, mais les produits qui nous sont vendus, ce sont des êtres humains. Et ça a des conséquences donc, sur la manière dont on se rapporte aux autres et à soi-même qui sont très profondes. Qu'est-ce que c'est l'aliénation pour Karl Marx? Qu'est-ce que ça signifie, Stéphanie Rosa? Alors, l'aliénation, c'est un concept qui est très, très riche et qui a beaucoup de ramifications. Au départ, c'est une forme de dépossession. Elle s'enracine dans le travail exploité, hein. L'aliénation, c'est être dépossédé à la fois du produit de son travail, du sens de son travail et finalement de ses propres capacités. Parce que celui qui travaille, qui fait un travail exploité, il n'a plus le sentiment que toute la richesse de la société est produite par le travail humain, mais il a l'impression que la société est comme une espèce de monstrueuse machine dans laquelle il n'est plus qu'un rouage. Et d'une certaine manière, cette aliénation, elle s'est transportée dans la deuxième moitié du XXe siècle au monde de la consommation, à ce que j'appelle la vie quotidienne dans le livre. C'est-à-dire, elle se niche maintenant dans là où on ne l'attend pas forcément. Par exemple, j'en parle à un moment à propos des sites de rencontres et de la manière dont les gens se sélectionnent d'une manière extrêmement consumériste, là encore, et de manière très inauthentique parfois, où on est coupé de sa propre authenticité et on n'a plus accès à l'autre non plus. Mais pourtant, la gauche, elle essaye d'avoir un discours. Alors déjà, l'écologie a un discours sur la consommation. Il y a une partie donc de la gauche qui appelle à la frugalité avec différents modes. Alors ça, est-ce que ça ne justement se situe pas dans la prolongation de ce que Marx appelait le travail aliéné ou alors le fétichisme de la marchandise dont vous parlez, Stéphanie Rosa? Alors, je pense qu'il y a bien sûr des éléments hein, de réflexion. Je prétends pas que tout est, encore une fois, que tout est dans le marxisme, ni même dans le marxisme humaniste. Mais les limites une limite importante, c'est une chose qu'on n'a pas encore abordée, mais que je vois dans ces réflexions parfois décroissantes, anti-progressistes, c'est de ne pas voir, et je pense que ça, c'est un aspect positif du marxisme qui peut nous être utile, de ne pas voir qu'en même temps, la société capitaliste tardive, elle est porteuse de progrès extraordinaires.
et donc qu'il faut avoir une vision dialectique, comme disent les marxistes. C'est quoi la dialectique? C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être capable d'enregistrer ses progrès et de continuer d'y être attentif et de voir tout ce qu'on peut tirer dans une perspective émancipatrice des nouvelles technologies, des nouveaux rapports au travail, parce que tout n'est pas aliénant, mais en même temps de voir que ce progrès produit son envers qu'est l'aliénation. L'intelligence artificielle, du point de vue donc de ce que Marx, de ce qu'une grille marxiste pourrait dire, Stéphanie Rosa. Je pense que, alors moi, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que je traite en détail dans le livre. C'est quelque chose que je suis encore en train moi-même d'intégrer parce que l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est extrêmement récent en fait. Hein. C'est arrivé en 2022, donc il faut il faut avoir un peu de recul pour, comment dire, avoir un discours vraiment sensé sur ces questions-là. Et il faut se mettre au travail en fait. Mais je pense que là aussi, il faut être, comment dire, attentif à la fois à l'extraordinaire progrès que ça représente pour l'humanité et en même temps comment dire, au devenir marchandise de nous-mêmes par le biais de l'intelligence artificielle. Bon, parce qu'il y avait quand même chez Marx l'idée qu'une certaine forme de travail pouvait nous permettre d'échapper au crétinisme du faire ou à une certaine manière de vivre qui, selon lui, n'était pas digne. Mais alors, c'est très ambivalent justement ces nouvelles technologies parce que est-ce qu'elles nous permettent de ne plus faire un certain nombre de tâches répétitives ou est-ce qu'au contraire elles participent à notre abêtissement? J'ai envie de dire, c'est un peu les 2. C'est ça la subtilité, disons. C'est que, bien sûr que, le machinisme, d'une manière générale, même avant l'intelligence artificielle ou même avant internet, heu, constitue des moyens d'accroître la productivité humaine, d'émanciper les êtres humains, des tâches fastidieuses, pénibles, et cetera. Mais utilisées dans le cadre, capitaliste, elles ont pour objectif avant tout d'accroître la production dans un but de profit et pas forcément, elles visent pas l'émancipation ou l'épanouissement des individus. Mais alors, pourquoi justement aujourd'hui on a cette sensation qu'un certain nombre de personnes ont de moins envie de travailler, considèrent que le monde du travail est un monde extrêmement aliénant, brutal? Alors le monde du travail est un monde aliénant et brutal, mais quand même, on a cette idée, cette vieille idée marxiste, que le travail en même temps est humanisant. Alors ça dépend évidemment quel travail, dans quelles conditions, et cetera. Tous les métiers ne sont pas égaux, et toutes les conditions de travail ne sont pas égales, mais que, l'être humain a un besoin fondamental qui est de projeter sa personnalité sur le monde, de s'exprimer, mais au sens fort du terme, et le travail est un moyen essentiel de s'exprimer, dire ce qu'on a à dire sur le monde et de déployer ses capacités propres. Donc c'est un moyen dont on ne peut pas se priver en même temps. C'est ça en fait l'ambivalence du marxisme, c'est-à-dire que Marx, contrairement à d'autres penseurs de gauche, ne considère pas que dans le paradis socialiste, le travail aura disparu. Alors, il y a une ambivalence chez Marx dont je parle dans le livre. C'est-à-dire qu'à la fois, Marx, dans certains textes et dans beaucoup d'endroits, quand même, Marx nous parle de l'émancipation. Il faut s'émanciper du travail, c'est-à-dire du travail aliénant, du travail pénible, du travail mal payé, etc., bien sûr, du travail purement utilitaire qui nous sert à fabriquer la nourriture, les vêtements, ce dont nous avons besoin. Et en même temps, le travail est humanisant et il y a une ambiguïté. Par moment, il nous dit sous le communisme, on sera débarrassé le plus qu'il est possible du travail pénible pour se livrer à des activités libres, la musique, la poésie, enfin toutes sortes d'expressions humaines. Et dans d'autres textes, on a l'impression que en fait, ces activités, et par bien des aspects, c'est évident, sont encore des formes de travail, mais d'autres formes de travail. Et alors ce discours-là, vous ne le retrouvez plus à gauche, vous ne le retrouvez pas, ou alors il est porté par seulement quelques personnes, Stéphanie Rosa? Il y a des intellectuels qui y réfléchissent et je suis pas la seule. Il y a des gens qui lisent, bien sûr, des livres, mais il n'y a pas de volonté de formation. C'est ce qu'on disait au début. Il n'y a pas, dans les organisations, on est vraiment sur de la stratégie à très court terme. Le rapport aux réseaux sociaux des grands partis de gauche, c'est un rapport instrumental. C'est comment être le plus visible possible sur les réseaux sociaux, comment avoir le plus de likes et de followers. Donc, ils sont
voilà, ils sont pas du tout dans une réflexion sur est-ce qu'on a raison d'utiliser les réseaux sociaux comme on les utilise? Est-ce que ça aide les gens à prendre conscience de tout un tas de problèmes d'être comme ça sur les réseaux? Et puis le deuxième aspect, c'est euh, enfin comment dire, que sur toutes ces questions-là, on ne cherche pas à élaborer une doctrine collective. C'est-à-dire qu'il y a des intellectuels, mais il n'y a pas de pensée commune, quoi. Parce qu'en plus, vous vous rappelez qu'à de multiples niveaux, les réseaux sociaux, c'est aussi du travail aliéné. Oui, alors c'est du travail. Est-ce que c'est du travail? Ça, c'est une question qui est en Il discussion. y a des travailleurs. Mais il y a des travailleurs, c'est-à-dire qu'il y a certaines tâches que certains internautes sur Facebook, par exemple, font gratuitement. Par exemple, liker un contenu, caractériser un contenu comme bon ou mauvais. Il y a les tâcherons du clic qui le font dans les pays du tiers-monde souvent pour une misère. Et donc ça, effectivement, c'est une forme de travail. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Stéphanie. Rosa, vous serez rejointe par Frédéric Savicki, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. On tentera de comprendre comment, dans le moment particulier que nous traversons en France, eh bien, la gauche pourrait se reformer, se réformer et reprendre la place que vous souhaitez qu'elle ait, notamment lorsqu'il s'agit de penser le monde du travail. Marx contre les GAFAM, le travail aliéné à l'heure du numérique, c'est votre livre publié aux presses universitaires de France. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, vous venez de parler de Michel Barnier, et Jean Lémarie, et puis effectivement, on peut se demander si cette place qu'il occupe à Matignon n'a pas été prise par la gauche. La gauche a-t-elle laissé passer sa chance? Nous sommes en duplex avec Frédéric Savicki, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. On vous doit notamment la fin des partis aux presses universitaires de France, et puis ici même dans ce studio, Stéphanie Rosa, vous publiez Marx contre les GAFAM aux presses universitaires de France. Vous nous avez expliqué en quoi l'oubli de Marx qui considérait le travail comme étant du travail aliéné, comme la consommation étant en quelque sorte la prolongation de l'aliénation de l'homme, mais cette fois-ci l'homme devenu non pas travailleur mais consommateur, eh bien, comment en fait le système des GAFAM et Internet prolongeait en quelque sorte cette aliénation, alors même que la gauche n'avait plus véritablement d'école de pensée. Mais alors, en écoutant mon camarade Jean Lémarie évoquer l'âge du capitaine, je me disais que je ne savais pas comment Marx aurait pensé cela, parce que pour Marx, la bourgeoisie révolutionne sans cesse les moyens de production, mais elle les révolutionne justement en faisant vieillir le jeune monde. Or là, on a une tentative, en tout cas c'est ce que l'on observe aujourd'hui, de réapparition du vieux monde. Mais je crois que enfin, c'est lié à la crise politique. Michel Barnier, c'est quelqu'un qui est connu et qui est respecté par une partie du champ politique, la partie du champ politique que Macron aimerait bien rallier pour faire majorité. Donc c'est lié à cette situation de majorité indécidable et la recherche d'une personnalité fédératrice. Et c'est sûr que quelqu'un qui vient d'arriver, qui est tout jeune, il est moins fédérateur puisque personne ne le connaît que quelqu'un de plus âgé avec beaucoup d'expérience. Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Savicki? Écoutez, si on reste dans la veine marxiste qui a constitué le début de Voilà, votre on va rester discussion, dans la veine archéo-marxiste. Restez avec nous. on pourrait dire que là, on assiste à la reconsolidation, à la reformation du bloc politique bourgeois, puisque on avait, on pourrait dire, une bourgeoisie un peu montante, plutôt jeune, qui était incarnée par le modèle de la Startup Nation d'Emmanuel Macron, et puis une partie de l'électorat bourgeois qui résistait encore finalement à travers le vote en faveur des Républicains, et peut-être aussi d'ailleurs en partie pour Zemmour, qui là enfin se reconstitue, hein. Alors je simplifie évidemment, je caricature, je ne suis pas moi-même marxiste, mais c'est au fond un aboutissement qu'on a vu poindre très très vite après 2017,
C'est-à-dire qu'en apparence, Macron, issu des rangs socialistes, a fini par très vite pencher vers le centre droit, vers une droite libérale. Et puis, il est devenu de plus en plus conservateur, voire sur certains points même réactionnaire. Et puis, voilà. Donc, est-ce que ça va durer? Ça, je ne sais pas. Il y a d'autres, évidemment, fractions de la société qui ne se sentent pas représentées derrière tout ça. Voilà. Donc on a effectivement, selon vous, un retour au classique, sans même reparler de Marx, Frédéric Savicki. Et avez-vous l'impression que la gauche a laissé passer sa chance? Bah, écoutez, ça dépend de ce qu'on appelle et la gauche, et puis Et sa chance? l'espace. Voilà, et puis la gauche, c'est pas simplement des partis politiques, hein, quand même, ça s'ancre aussi dans d'autres organisations syndicales, associatives, mutualistes, coopératives, c'est des mouvements intellectuels, c'est une partie de la population qui a une identité de gauche encore, malgré tout. C'est pas quelque chose qui peut disparaître. Alors c'est un monde qui se porte mal, pas seulement qu'en France d'ailleurs, mais qui ne va pas, dont la chance historique en quelque sorte n'a pas disparu. Elle a laissé passer sa chance. Là, d'un point de vue électoral, et politique, on peut effectivement le voir comme ça. Mais est-ce que la gauche aurait pu mener un programme de gauche dans ces conditions politiques-là? On peut quand même en douter. Est-ce que ce gouvernement va finir par être constitué? Est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'il ne va pas s'effondrer? Si oui, au profit de qui? Peut-être de la gauche. Après tout, la situation actuelle peut aussi être vue comme une chance pour la gauche. L'histoire n'est pas complètement écrite. C'est en cela que moi, je ne suis pas complètement marxiste, hein. Tout n'est pas déterminé absolument par les rapports de force de production ou même par la puissance des médias ou de l'hégémonie aujourd'hui des idées libérales et conservatrices dans la société. Donc, elle a peut-être laissé passer une chance, mais sa chance, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, j'espère que non. Stéphanie Rosa, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, d'abord, Marx, c'est pas le déterminisme. Enfin, ça, c'est une lecture du marxisme. Mais que si on lit, par exemple, le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, on voit que Marx est dans l'analyse, non pas seulement du rapport entre travail et capital, mais aussi, il fait attention à toutes les composantes de la société, la petite bourgeoisie, le rôle de la bureaucratie d'État, etc. Et donc, c'est une analyse qui peut être quand même un peu plus subtile que ça et un peu plus ouverte. Maintenant, je pense que si la gauche, elle veut redevenir majoritaire dans ce pays, parce qu'aujourd'hui, elle est minoritaire, il faut qu'elle renoue avec les classes populaires. Il faut qu'elle ait, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure, il faut qu'elle ait un discours clair sur le travail et qu'elle remette un peu le travail au centre du débat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, mais elle avait a priori commencé à l'avoir, ce discours, au moment de la loi sur les retraites et des manifestations qui avaient suivi. Est-ce que là, Stéphanie Rosa, justement, la gauche n'était pas dans ce rôle-là? Bah, c'est-à-dire, être contre la réforme des retraites, c'est une chose et c'est justifié. Enfin, voilà, c'est justifié. Mais il ne s'agit pas seulement de dire qu'on veut pas mourir au travail ou qu'on veut. Il y a aussi un discours à avoir sur le sens du travail, la place du travail dans la société et dans la vie humaine et l'importance qu'a le fait d'avoir un travail digne et épanouissant pour chaque individu pour son épanouissement personnel et pour d'ailleurs, comment dire, la réalisation collective, pas seulement individuelle. Et ce discours-là, on l'a pas. On a plutôt l'inverse, un discours où comment dire, l'objectif, c'est de se libérer du travail. Dans la question, la gauche a-t-elle laissé passer sa chance? Il y a effectivement un piège, puisque la gauche, on sait bien qu'il y a des gauches. Stéphanie Rosa, est-ce que pour vous, ces gauches se valent-elles? Qu'est-ce qu'il est possible de dire justement au sujet de ces différents partis qui composent aujourd'hui la gauche française? Bah, un des problèmes, c'est que effectivement, il y a de profonds clivages que le programme du nouveau Front populaire s'est efforcé de masquer, mais en réalité, il y a de profondes divergences au niveau ne serait-ce des méthodes, des organisations elles-mêmes, de la forme de l'organisation. Il y a des clivages profonds sur à peu près, enfin sur beaucoup de sujets en fait, Lesquels? que ce soit l'Ukraine, le conflit israélo-palestinien, la laïcité, le nucléaire. Enfin, je veux dire, si on fait la liste, elle est longue en réalité. Et c'est un des enjeux, à mon avis,
En termes de stratégie aussi, c'est pas pareil de chercher à reconquérir les classes populaires autour de sujets fédérateurs comme justement le travail et faire comme certains, au contraire, font sur les clivages. Par exemple, en insistant sur la dimension identitaire, en insistant notamment sur en tournant en boucle sur le conflit israélo-palestinien, en hystérisant le débat autour de ça. Ça, c'est le contraire de faire l'union des classes populaires. C'est faire fond sur les clivages. Donc là-dessus aussi, il y a des divergences stratégiques qu'il va falloir trancher. Frédéric Savicki, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, oui, la gauche a toujours été diverse. À partir du moment où, en plus, on a on pourrait dire une autonomie du champ politique. Donc, il y a des différences qui aussi sont des différences, on pourrait dire, d'appareil, hein, de défense d'appareil, de stratégie. Il y a des différences dans les compositions aussi sociales des électorats des différents partis de gauche qui expliquent aussi ces tensions ou ces clivages, par exemple autour de la question du protectionnisme économique, de la question qu'on a évoquée, ou des questions écologiques, ou du nucléaire, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. En même temps, toute l'histoire de la gauche, c'est aussi, de la gauche politique, là, je parle, c'est aussi être en capacité de trouver des accords programmatiques. On l'a vu, c'est pas impossible. Quand il s'est agi de réagir en 2022 aux élections législatives ou aux législatives qui ont été provoquées par Emmanuel Macron, il y a eu une union malgré tout. Donc, on a réussi par le passé, les socialistes et les communistes, et pourtant avec des clivages bien plus importants, ou en tout cas tout aussi importants que ceux d'aujourd'hui, ont réussi à la fois à s'unir, et puis malgré tout, avec des tensions, à arriver au pouvoir. Donc, ça c'est pas, j'allais dire, absolument rédhibitoire. Hein. Ça peut se On peut imaginer une alliance. Oui, la difficulté aujourd'hui, si vous voulez, si on se situe vraiment sur la gauche partisane et politique, c'est que pendant longtemps, on a pu, de sa façon, réussir à aller vers une union parce qu'il y avait une hégémonie communiste longtemps, jusque dans les années 70, ensuite une hégémonie socialiste, et qu'aujourd'hui, au fond, il y a une gauche partisane qui est très divisée et dont aucune des composantes, finalement, ne l'emporte sur les autres, et soit en capacité finalement d'imposer non pas toute sa ligne, mais une bonne partie de sa ligne. Donc évidemment, c'est ça aujourd'hui qui constitue d'une certaine façon la faiblesse, et cette faiblesse, elle est largement aussi, pas simplement là pour le coup un reflet de clivage qui existe dans la société ou dans le débat public. Elle est aussi liée à notre système institutionnel, c'est-à-dire la présidentialisation a fait des ravages aussi à gauche, et pas simplement... Donc sur la scène politique, Jean Lémarie. Ça, je crois que c'est un point important, parce que c'est vrai, évidemment, que la gauche est divisée sur de très nombreux sujets. Vous le rappeliez, Stéphanie Rosa. Elle a tout de même réussi à élaborer un programme. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler programme commun pour faire de grandes références historiques, mais il y a tout de même un programme du nouveau Front populaire. Sauf que, précisément, c'est pas là-dessus aujourd'hui que se fait la division. Ça viendrait si la gauche était au pouvoir. Ça se fait sur l'opportunité d'exercer ou pas le pouvoir dans ces conditions qui ne sont pas les siennes, précisément. Puisque la gauche, aujourd'hui, si elle était au gouvernement, serait nécessairement obligée de faire des compromis pour une raison maintes fois répétée, c'est qu'elle n'a aujourd'hui que 193 députés, soit une minorité à l'Assemblée nationale. Et il y a donc deux lignes qui se combattent à gauche. Là aussi, c'est un clivage très ancien. Celles et ceux qui disent: il y a de petites victoires à conquérir, allons les chercher, et certaines ne sont pas ridicules. On peut citer évidemment l'abrogation de la réforme des retraites, dont on parle beaucoup en ce moment, et puis ceux qui disent non, si on vient au pouvoir, si on revient au pouvoir, ce sera pour appliquer notre programme véritablement. Et donc, Frédéric Savicki en parlait, c'est la perspective de la présidentielle qui les occupe tous. Stéphanie Rosa, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a union et union, et que si on remonte au Front populaire de 1936, l'union, elle ne s'est pas faite seulement sur la gauche entre le Parti socialiste et le Parti communiste, mais elle s'est ouverte aux radicaux de gauche. Et donc, c'était une union qui était plutôt
un déplacement du centre de gravité vers le centre. Et ce qui a permis de conquérir une majorité, c'est ça. Là, la gauche, elle a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle s'est plutôt alignée sur les positions de la France insoumise, qui est le parti le plus clivant, celui que les Français détestent le plus quand même, et au lieu de s'ouvrir justement plutôt vers des franges plus centristes. Et dans ces conditions-là, on peut bien faire l'union, mais jamais on peut gouverner en fait. On ne peut pas obtenir une majorité, surtout dans un contexte où la France a rarement été aussi à droite en fait qu'aujourd'hui. Si on prend les élections de juin-juillet dernier, on est à plus de 70% de gens qui votent extrême droite, droite ou centre-droit. Donc c'est quand même avec cette situation-là qu'il faut composer. Et là, moi, je pense que l'union, elle a été faite. Ces dirigeants savaient pertinemment que ça ne permettrait pas de gouverner, en fait. Mais alors, justement, est-ce que ça signifie qu'il faut accepter de mettre de l'eau dans son vin et aller vers une gauche qui serait une gauche plus social-démocrate? Est-ce que c'est ça, pour vous, en fait, ce mouvement qu'il faut opérer? Bah, il y a un choix à faire. Là, il était possible d'essayer de négocier un gouvernement qui soit sous pression de la gauche, en quelque sorte. Et là, ce qu'ont décidé les dirigeants du non-Front populaire, c'est tout ou rien. Et donc, comme ça ne pouvait pas être tout, parce qu'effectivement, ils n'ont qu'une majorité très, très relative, qui n'est pas une majorité en réalité, et donc un gouvernement Front populaire, exclusivement Front populaire, il aurait été renversé par une motion de censure en 48 heures, dans la mesure où cette option-là, elle n'était pas vraiment ouverte, en fait, ils ont un peu amené une situation où le gouvernement, au lieu d'être sous pression de la gauche, il est sous pression de l'extrême droite. Jean Lémarie. Ah oui, avec des tirs de barrage de tous les côtés. Vous vous souvenez des différentes conditions énoncées. Quand Jean-Luc Mélenchon a tenté un coup tactique à la rentrée en disant « Et si nous, la France insoumise, nous acceptions de ne pas participer au gouvernement ? Est-ce qu'un gouvernement de gauche, il mettait des guillemets, serait censuré ?» On n'a jamais eu vraiment la réponse à cette question. Mais très vite, tout de même, des figures de la majorité sortante et de la droite ont dit non, ce sera sans nous, à partir du moment où il y a l'influence de la France insoumise sur le nouveau Front populaire. Mais ça, vous le comprenez, Stéphanie Rosa. C'est étonnant d'ailleurs de vous entendre défendre un gouvernement qui pourrait être, sauf si je vous ai mal comprise, un gouvernement social-démocrate, alors même que vous opérez un retour à Marx dans votre dernier livre, Marx contre les GAFAM. Non, mais je dis juste qu'il faut savoir ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à la fois on veut tout. On veut un gouvernement qui soit uniquement Front populaire avec le programme, tout le programme et rien que le programme. Et après, se plaindre parce que du coup, on a un gouvernement de droite qui est sous pression de l'extrême droite. Voilà, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, en fait. Soit on dit, on est minoritaire, donc on attend de conquérir une majorité. Et quand on aura une majorité, on pourra gouverner en appliquant ces principes. Soit on accepte d'être minoritaire, d'être dans l'opposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Frédéric Savicki. Oui, il y a un politologue, enfin un politiste américain qui malheureusement pas traduit ou très peu en France, américain, qui s'appelle Adam Przeworski, qui a écrit un livre déjà à la fin des années 70 pour expliquer que la gauche dans aucun pays occidental ou européen ne pouvait espérer un jour être majoritaire seul. Enfin, quand il parlait de la gauche, il parlait de la social-démocratie ou des partis socialistes. Et de fait, il pointait, alors il expliquait ça aussi pour des raisons sociologiques liées au fait que la base essentiellement on va dire ouvrière de la social-démocratie était non seulement jamais majoritaire, mais tendait à l'être de moins en moins, et donc il fallait forcément aller vers des compromis. En France, la particularité, c'est que notre système qui couple à la fois une élection présidentielle et un scrutin majoritaire à deux tours pour les législatives fait que la gauche a pu penser en 1981, et puis ça s'est reproduit plus tard en 2012, que au fond elle pouvait gouverner seule, et donc ça a entraîné finalement le maintien malgré tout, même si dans les pratiques les socialistes sont devenus très, très pragmatiques une fois au pouvoir, mais ça continue d'entretenir au sein de la gauche l'idée qu'on va pouvoir gagner seul, ce qui était sous la Troisième République, on parlait du Front populaire à l'instant, ce qui était proprement
évidemment effectivement inconcevable aux gens de gauche de l'époque. Et d'ailleurs, les socialistes étaient tiraillés par l'idée de distinguer l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir, parce qu'ils savaient que c'est la conquête du pouvoir. En fait, c'était pas possible. Et donc, on pense qu'on va conquérir le pouvoir. C'est évidemment aujourd'hui encore moins possible qu'avant. Mais on imagine, comme l'a fait Macron ou comme la droite l'a fait aussi, que à la faveur d'une élection présidentielle, sur un coup, avec 25% au premier tour, et face à un candidat qui est de l'extrême droite, on peut quand même gagner une majorité absolue de députés et puis faire un programme qui serait le nôtre, quoi. Bon. Et ça, c'est gravissime, évidemment, c'est compréhensible, mais ça contribue à entretenir le mythe finalement du grand changement. Je ne dis pas de la révolution, mais du fait qu'on va Un vrai basculement. On va pouvoir Jean basculer Lémarie. les choses. Et c'est ça qui, évidemment, comme cette perspective reste, tant qu'on n'a pas changé le mode de scrutin pour l'élection législative, tant qu'il y a l'élection présidentielle, on continue de penser à ça. Et c'est tout ce qui, évidemment, explique la stratégie d'un Jean-Luc Mélenchon, qui pense effectivement qu'il va pouvoir se qualifier au deuxième tour, et puis face à Marine Le Pen, ou éventuellement face à un héritier du macronisme qui serait discrédité, il pourrait devenir président de la République. L'emporter dans ces conditions-là. Stéphanie Rosa. Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui me gêne, moi, dans la séquence politique actuelle, c'est que les dirigeants de gauche entretiennent une illusion auprès de leurs électeurs. On a gagné l'élection. Moi, je trouve ça assez dangereux, en fait, parce que on présente les choses... enfin, on est dans le déni du réel, en réalité, depuis le 7 juillet. Et du coup, on enferme les gens dans la conviction qu'ils se sont fait voler l'élection. Et ça, c'est très dangereux pour la suite. C'est pas vrai. Pas vrai. Et c'est dangereux pour la suite. Ouais, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le NFP ou la formation est le premier parti à l'Assemblée nationale, ou la première coalition à l'Assemblée nationale. Non, mais en juin 1981, la gauche a gagné les élections législatives suite à l'élection de Mitterrand avec 54% au premier tour, et 54 étaient brouettes, et 56% au deuxième tour. Là, la gauche, elle a fait 28% au premier tour, 25% de l'électorat au deuxième tour. On ne peut pas dire qu'on a gagné avec 25% de l'électorat, 30% des députés, quand on a 70% des députés de l'Assemblée qui sont contre la gauche, quoi. Bon, alors, est-ce que l'on pourrait dire, par exemple, que les idées de gauche sur le plan social sont des idées majoritaire et que la portion qui va gouverner est la portion minoritaire parce qu'elle défendrait, je ne sais pas, des idées néolibérales ou très distinctes d'une ligne de gauche, Stéphanie Rosa? Je pense qu'il faut que la gauche, elle ait à nouveau une ambition majoritaire, c'est-à-dire qu'elle ne découpe pas l'électorat en petits morceaux en se disant on va avoir un petit électorat, par exemple l'électorat musulman en ce qui concerne la France insoumise, on va s'adresser que à eux et puis on va complètement laisser tomber les classes populaires blanches, entre guillemets. Vous pensez que c'est leur stratégie? Ah, je suis sûre que c'est leur stratégie, vu comment ils ont mené leur campagne depuis le 7 octobre dernier. Enfin, et le résultat, d'ailleurs, les résultats électoraux avec des scores soviétiques dans certains quartiers populaires à majorité immigrée le montrent. Donc, ce qu'il faut, c'est rassembler les classes populaires autour de sujets fédérateurs, et ça n'est que comme ça qu'on pourra gagner une majorité. Frédéric Savicki, un mot de conclusion. Oui, enfin, je partage. Alors, en même temps, je voudrais pas non plus sur cette idée que la gauche s'est illusionnée. Bon, je pense qu'il faut pas non plus du coup justifier la décision d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier et de s'asseoir quand même sur le fait que même si c'est que 30%, il y a à la fois un rejet du Rassemblement national qui lui pour le coup concerne 2 tiers des électeurs et que il y a une vraie aspiration, y compris chez les électeurs du Rassemblement national, à plus de justice sociale, de meilleurs services publics, à une politique qui remette en question un certain nombre, et pas seulement sur les questions d'immigration, les choix qui ont été faits en France, non seulement depuis 2017, mais depuis le début de notre 21e siècle. Donc voilà, c'est pas parce que, c'est ce que vous disiez sur les aspirations économiques et sociales, c'est pas parce qu'elles ne s'expriment pas nécessairement par des voix de gauche qu'elles ne sont pas bel et bien là. On l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes et on le voit aussi par toutes les enquêtes qui sont réalisées auprès des Français par le canal des sondages. Merci beaucoup. Frédéric Savicki, je rappelle votre dernier ouvrage, La fin des partis aux presses universitaires de France. Merci
Stéphanie Rosa, Marx contre les GAFAM, c'est le livre que vous venez de publier aux Presses universitaires de France. Rendez-vous dans quelques secondes, le point sur l'actualité, nos deux camarades.